Hello guys, bonjour, bonsoir chez vous, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est jour. Vous êtes bien sur la voie de la voix et aujourd'hui nous recevons euh, un invité de taille, un invité hors pair. Vraiment, je suis béni parce que je vais parler à un champion, un grand champion, et je vais me permettre de l'introduire tout de suite. Euh, et c'est fait pour qu'il puisse rentrer dans le live. Hello! Hello, hello, Comment vas-tu? Comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, ça va. Merci. Et vas-y. Et dis merci pour l'invitation. C'était un peu dur de se connecter, mais bon, on a réussi à le mettre en place. C'est une bonne chose. S'il y a quelqu'un autour de toi ou autour de cette rencontre, taguer les personnes qui sont sur Facebook parce qu'on était tout à l'heure sur Facebook Ouais, et on a pu nous connecter sur Facebook parce qu'on voulait le faire sur Facebook pour que le plus grand nombre entende ce qui va se dire aujourd'hui. Roméo, je vais garder l'étiquette du monsieur qui ne vous connaît pas. Donc, je vais reprendre le vous pour l'éthique de cette émission. il n'y a pas de... Donc, permettez-moi de vous voyez et j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup d'interrogations et je voulais mettre l'emphase sur l'univers que vous effectuez, que vous explorez en tant que pratiquant, en tant qu'homme et en tant que compétiteur. D'abord, qui est Monsieur Roméo Zong? Merci un peu pour ces questions. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de pouvoir partager comment on appelle ça déjà, une passion. Avant tout, qui est vraiment une passion parce que aujourd'hui, c'est un sport que les gens ne connaissent pas du tout, ou plutôt on le connaît, mais dans le mauvais sens en fait de ce domaine. Donc, je me présente quand même. Donc, je m'appelle Roméo Zon. Je suis né en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai 45 ans et j'ai Oh, traversé le continent. Je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. d'accord. Voilà, donc j'ai grandi en France et puis bon, voilà. Donc, j'ai fait mes études en France, j'ai fait toute ma scolarité en France. Wow. Merci beaucoup. Est-ce que Roméo, vous êtes accompagné dans la vie? Est-ce que vous êtes un homme célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? Parce que vu ce que vous venez de donner par rapport à votre pédigré, à votre civilité, je veux dire que est-ce que vous êtes rentré dans cet univers comme ça? C'est-à-dire, je vais rentrer, je suis en France, je fonctionne, et puis bon, ben voilà, tout va bien. Aujourd'hui, vous êtes au Canada, mais comment est-ce que vous êtes arrivé au Canada? Mais vous êtes accompagné dans la vie? Oui, avant tout, ouais, je suis arrivé en France, j'avais 5 ans, donc j'ai grandi en France, je fais ma scolarité. Et je me suis marié en France, donc j'ai quand même 3 enfants. Donc Oh, mon grand garçon, il en a 22 ans aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ma grande fille, elle a 16 ans et ma petite dernière, elle a 12 ans. Donc j'ai 3 beaux enfants que Dieu m'a béni d'avoir. Malheureusement, bah, après, comme on dit, la vie, elle ne s'arrête pas là. Donc, ils sont restés en France et moi, je suis au Canada. Donc, je pense que la bénédiction qui viendra par-dessus les enfants, c'est que les parents puissent avancer dans la vie, qu'ils ne s'arrêtent pas juste sur le fait qu'ils ont juste une petite maison, juste une petite voiture, ou juste le strict minimum. Il faut évoluer parce que Dieu nous a donné comme un savoir-faire. Donc, ce savoir-faire-là, je pense qu'il faut aller l'explorer peut-être un peu plus loin que pas juste dans son environnement que Dieu nous a mis. Donc, je pense qu'il nous a donné une ouverture d'esprit qui nous permet quand même d'évoluer dans le monde. Donc, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être au Canada. wow. C'est extraordinaire ce que vous venez de dire parce que vous avez dit, euh, la vie ne nous donne pas seulement les enfants, la petite maison ou la petite voiture, mais vous dites que vous voulez explorer un peu plus. C'est quand vous dites explorer un peu plus, vous pensez à quoi? Bah, après, moi, je suis un croyant, je crois en Dieu, je loue le Seigneur Jésus. Donc, moi, c'est que je vois tout ce qu'il a créé aujourd'hui autour de moi. Je ne veux pas me permettre juste de vivre selon mes pensées à moi, ou Hmm, ma propre volonté ou mes propres acquis que j'ai. Donc, je préfère aller explorer ce que Dieu m'a donné. Il m'a donné une planète, il m'a donné un univers qui est quand même assez vaste. Et je pense que aujourd'hui, si un être humain a la possibilité, je le souhaite à tout le monde, de changer de vie ou de pouvoir évoluer ailleurs, de découvrir ce que Dieu nous a donné, je pense qu'il faut le faire.
Wow. C'est bien ce que vous êtes en train de dire parce que la plupart des personnes ont tendance à dire, bon, ok, je vais me marier, j'ai mon travail, j'ai ma sécurité sociale, j'ai mes papiers, je suis dans un pays où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas trop de complications. Donc, dans une petite, je m'entends, mais dans un environnement stable. D'autres recherchent ces choses. C'est pour ça que la plupart de nos frères africains ou compatriotes partent de l'Afrique pour pouvoir chercher un Eldorado. Et pour eux, c'est par exemple ce que vous êtes en train de dire, vous pensez à explorer le monde et avoir une meilleure vie. Mais vous, comme vous êtes rentré dans cet angle, je voudrais vraiment poser la question, c'est quoi l'idéal pour vous? Puisque vous parlez de vos convictions personnelles, votre engagement, mais c'est quoi l'idéal pour vous en tant qu'homme, avant de toucher la partie du compétiteur, du professionnel que vous êtes? Bah, moi, ma vie propre, elle ne dépend pas que de moi, en fait. Elle dépend de Dieu. Hmm, Donc, si je me base sur ma propre vie, je pense que je serais toujours en Afrique au même endroit actuellement. my God. Donc, je pense que ma vie, elle est gérée par le Seigneur. Donc, je préfère suivre, entre guillemets, comme on dit, le destin. Le destin, c'est qui? C'est Dieu qui l'a mis en place. Donc, il m'a ouvert les portes. Et ces portes-là, je pense qu'il ne faut pas que je les ferme. Donc, dès qu'il y a une ouverture qui me permet d'accéder, je l'accède automatiquement. Je vous assure, messieurs, dames, je ne connaissais pas l'angle et la tournure. Moi, j'avais préparé mes questions, mais monsieur nous emmène dans un environnement que j'avais pas forcément envie d'explorer aujourd'hui, particulièrement avec notre invité. Mais ce sont ses convictions, c'est sa façon de penser et c'est lui qui est interviewé. Moi, je veux rentrer dans cet angle-là puisque vous me tendez la perche. Vous dites que l'environnement qui est le vôtre ne dépend pas de vous. Comment est-ce que vous pouvez dire ne dépend pas de vous? Mais vous avez des obligations en tant qu'homme, en tant que père, en tant que citoyen aujourd'hui, en tant vivant dans l'environnement que vous êtes. Vous êtes aujourd'hui un homme, un compétiteur. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont, par exemple, l'âge que vous avez donné, qui est 45 ans, c'est ça? C'est ça, ouais, 45 ans aujourd'hui. Et 45 ans aujourd'hui, pour la plupart, c'est OK, moi j'ai fait mon temps, je suis proche de maintenant des 50 ans, je me sens aller plutôt dans le déclin, donc il faut que je sécurise un petit peu plus ma vie, d'autres pensent à la retraite, vous pensez à explorer. Or que d'autres disent non, à explorer pour moi c'est comme il faut que j'ai 18 ans, 20 ans, 25 ans, là c'est les petits jeunes. Vous parlez d'exploration, c'est étonnant. Bah, Comment est-ce que vous pouvez explorer? il faut savoir que Dieu il nous a donné entre guillemets, un âge entre guillemets, terrestre. Hum, Il nous a donné un âge terrestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai la capacité d'évoluer. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'ai 45 ans. Mais ma vie actuelle n'a pas 45 ans. Le corps que j'ai n'a pas 45 ans. L'esprit que j'ai n'a pas 45 ans. Les convictions, l'envie que Dieu m'a donnée à l'intérieur de moi n'a pas 45 ans. Donc, je pense que je peux aller plus loin que ça par rapport à l'âge qu'on me donne aujourd'hui. Donc, c'est par la grâce de Dieu que toutes ces choses, je peux les faire facilement. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, je remercie encore Dieu pour la vie que je mène. Euh, je n'ai jamais été malade. Je ne sais pas ce que c'est une maladie simple, même un gros mot de tête ou une fièvre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Prendre un médicament, peu importe lequel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, je peux vous dire, oui, aujourd'hui, je remercie Dieu parce que c'est cette capacité-là qui me permet d'explorer, d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, je ne peux pas me baser juste sur une simple vie, dire que j'ai une simple maison, des enfants. Mais Dieu ne m'a pas juste à m'amener à me poser là. Dieu ne m'a pas amené Alors, juste à m'asseoir. Oui. si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, vous parlez d'impact, vous parlez d'explorer l'environnement aujourd'hui que vous avez foulé avec vos pieds. Mhm. Vous étiez en France, vous étiez en Afrique. Quand vous étiez en Afrique, quels étaient vos rêves? Quand vous étiez un peu plus jeune, quelle était votre façon de vous rêviez à quoi? En fait, quand on vit dans un environnement familial, comme l'Afrique, par exemple, le continent africain, je pense qu'une fois qu'on est entouré de toute sa famille, en fait, on n'a pas de rêve. On peut pas avoir un certain rêve parce qu'en fait, on ne manque de rien. Et on ne manque de rien au côté africain parce que l'Africain,
il te donne tout, que ce soit la tante, l'oncle, le cousin, le père, la mère. En fait, toute une génération réunie au même endroit. Donc, je pense que dans cette famille-là, il n'y a pas de manque. Maintenant, pour que, en fait, que chacun puisse, entre guillemets, évoluer en fait, dans son temps que Dieu a décidé. Je pense qu'il viendra prendre juste son enfant au bon moment et au bon endroit pour l'emmener là où il doit explorer, pour qu'il puisse ramener l'exploration qu'il a pris pour amener dans son pays. Je pense que c'est à partir de là qu'on commence à développer notre propre pays et à pouvoir à penser, à avoir des objectifs, à avoir des pensées. Mais quand on est entouré d'une famille comme l'Africain, je pense que le mot avoir une vision au début, on ne l'a pas. On l'a pas parce que je pense qu'on ne manque de rien. On manque de rien chez nous. Voilà. Mais c'est paradoxal ce que vous êtes en train de dire parce que la plupart des jeunes Africains que moi j'ai rencontrés quand je suis allé ont comme un désir ou le rêve de dire ah on prend le cas de on prend le cas du métier que nous faisons. Ah mais moi je veux avoir le physique que vous avez. Ah on nous donne même parfois des surnoms parce que quand on revient on n'a plus la même façon de penser, on n'a plus la même façon de voir les choses, mais on est content de revenir chez nous parce qu'on se dit, il faut qu'on apporte quelque chose. C'est ça. Mais la plupart des jeunes, quand ils nous voient arriver ou retourner, ils se disent, oh, je veux être comme vous, je rêve à aller découvrir l'Europe, à découvrir les États-Unis, particulièrement moi avec mon physique, on m'appelait l'Américain parce que on savait que j'étais pas, je vivais pas là-bas. On a vu le style que j'avais, donc la plupart des gens se disent, mais il est pas d'ici. La façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de parler, la façon d'être, il est pas d'ici. Donc systématiquement, vous pouvez pas dire forcément que même si on est dans un environnement intergénérationnel, qu'on ne peut, la plupart des jeunes ne peuvent pas rêver. Vous rêviez à quelque chose, à un idéal. Et quand vous étiez là-bas, vous avez dit, bon, un jour je serai comme mon père, un jour je serai comme mon grand-père, comme mon oncle. Parce que il y a un idéal, c'est ce que je cherchais par rapport à ma question. Et vous avez dit, ah, vous êtes peut-être tombé sur un magazine et puis vous vous êtes dit, je vais être sportif. Moi, mon métier, c'est le sport. C'est pas les grandes études. Et parfois, la façon de penser des personnes pensent que le sport, c'est pas des études poussées. C'est ça. La façon de penser en Afrique pense que le sport, c'est juste le physique. Mais c'est pas l'intellect, c'est pas le mind. Et c'est pour ça que je vous pose ces questions, parce que il est capital que l'on comprenne que le sport, il y a différents univers dans le sport. Et il y a le sport, on le retrouve aujourd'hui à l'université parce qu'on étudie le sport, sciences humaines Mais, et biomécanique, physiologie. On rentre dans ce qu'on appelle même aujourd'hui l'institution qui est l'État. Donc, je voulais vraiment mettre l'emphase sur votre jeunesse. Quand vous partez de Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous partez? Est-ce que vous partez pour dire, je vais accomplir mon destin? Quand vous partez de Côte d'Ivoire, que vous arrivez en France et quand vous arrivez à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et puis vous dites, wow, ici, il y a le soleil, mais quand je sors comme ça, il y a le froid. Mais c'est quoi ce temps? C'est pas comme dans mon pays. Quelle était votre vision? Quelle était votre façon de penser? Vos rêves? C'est ça que je veux, en fait. bah, en fait, la première des choses, quand le père il a décidé que je parte en France, en fait, quand tu as 5 ans ou quand tu as 6 ans, en fait, tu n'as pas de rêve. Yeah. Parce que toi, tu penses à jouer, tu penses à être dans ta famille, tu penses à manger, à dormir, aller à l'école, à t'amuser, quoi. Un enfant n'a pas l'instant qu'on ne lui a pas, en fait, instauré ces choses-là au départ. Parce que si les parents, ils sont toujours, en fait, vous êtes toujours dans un cocon familial qui est vraiment, qui te permet, en fait, de bien vivre dans une famille en tant qu'enfant. En fait, je pense que le futur, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas le futur au départ. Maintenant, c'est quand Dieu il vient et t'enlève de ta famille, il t'emmène quelque part. Maintenant, il va t'ouvrir les yeux pour dire, écoute, fiston, voilà ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Voilà ton potentiel. Voilà ce que je t'ai créé à pouvoir faire pour les autres. Et là, quand tu grandis au fur et à mesure avec le temps, avec la capacité de comprendre la vie, comment Dieu nous l'a fait faire comprendre, et tu dis, OK, en fait, finalement, ouais, la famille, plus tôt tu t'en vas, plus tôt tu as une évolution dans l'agrandissement de ta vie, en fait. Parce que quand on... Oh,
Pour ça, Je Dieu te note. permet toujours de t'enlever de ton concours familial pour pouvoir, en fait, pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux, pour que tu puisses vraiment voir tes capacités dans lesquelles il t'a donné au départ. Donc, quand je suis arrivé en France, j'avais que 5 ans. Donc, 5 ans pour moi, bah, je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas. Donc, bah, le fait de découvrir, le fait de grandir avec, bah, finalement, tu commences à te repérer un petit peu parce que tu dis, bon, je ne suis plus en Afrique. Parce que quand tu es en Afrique, bah, côté familial, il n'y a pas d'université comme voilà, les côtés sportifs. En fait, il y a tout, mais quand tu n'es pas en Afrique, l'effet de découvrir au fur et à mesure avec le temps. Donc, quand je suis rentré dans le sport aujourd'hui, j'avais quoi? Allez, 12 ans. Voilà, c'est quand j'ai commencé à arriver en primaire, on dit il y a des activités physiques le matin et le soir. Je fais, ah ouais, il y a du sport. Il dit, ok, ben, je vais commencer à découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est le sport. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir que j'avais un don sportif. Voilà, donc ce don-là, c'est même pas moi qui l'ai découvert, ce sont les profs qui sont autour de moi pour dire, hey, bon, on va aller voir votre père parce que vous êtes vraiment doué pour le sport. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Vous avez 5 ans, 7 ans, 8 ans. Si votre père il a les moyens de vous emmener dans un sport-études, là, quand je passais, c'est des années 80 déjà. Hein. Si votre père vous met dans une école de sport-études, je pense que lier le sport en même temps, plus vos études, vous serez quand même compétent pour aller plus loin que ça. Malheureusement, quand les parents t'emmènent enfant, ils ne sont pas trop les moyens. Pour eux, c'est manger et dormir à l'école. Voilà. Pour eux, leur vision, c'est ça. C'est que tu sois diplômé, ni plus ni moins. Mais dans la tête de nos parents, les anciens, ils n'avaient pas le sport dans la tête. Pour eux, le sport, c'est pas un métier. Ça n'a Non, jamais été un métier pour eux. Pour eux, c'est juste de l'amusement. Tu vas à l'école, tu fais du sport, tu fais ton foot, tu rentres chez toi. Mais eux, ils n'avaient pas cette vision-là que par le sport aujourd'hui, on peut être très riche, même milliardaire. my God, c'est fort ce que vous êtes en train de dire. On voit les sportifs aujourd'hui sont milliardaires, c'est même pas millions, c'est des milliards qu'ils ont. Donc j'ai dit ok. Donc là, on va voir mon père, les profs vont voir mon père à la maison. Il m'a dit non, non, mon fils n'est pas venu pour ça, il est venu pour faire les études. Donc les profs, ils repartent. Ok, il n'y a pas de problème. Je repars encore dans une autre seconde année encore. Pareil, on revient voir mon père, votre fils est doué pour le sport. Faites-le évoluer dans une activité physique. Mon fils n'est pas là pour ça. Donc finalement, je n'ai jamais été nulle part. Pourquoi? Parce que mon père a décidé que je ne sais pas fait pour le sport. J'ai dit ok. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc j'ai fait de la mécanique auto à l'âge de 17-16 ans. Donc la mécanique auto, c'est beau, mais voilà, finalement, je fais le truc, mais sans vouloir le faire parce que je le fais par contrainte. Donc c'était pour faire plaisir au père. Donc au début, on n'a pas le choix de suivre les parents parce qu'ils t'ont emmené quelque part pour que tu puisses évoluer quand même. Ouais. Donc je les suis par obéissance. Donc maintenant, quand j'ai commencé à grandir moi-même, je me suis aperçu que finalement, en fait, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour moi du tout, ce n'est pas ma vision. Et là, j'ai commencé à avoir ma propre vision que Dieu m'a commencé à me donner. Wow. Voilà. Donc à partir de là, maintenant, j'ai commencé à m'orienter par des amis qui m'ont commencé à m'orienter un petit peu à droite, à gauche sur les activités physiques, qu'est-ce que je pouvais faire de plus. Donc j'ai commencé comme ça, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est parti. Comment est-ce que vous rentrez dans l'univers du sport en salle? Est-ce que vous êtes passé par le foot? Est-ce que vous êtes passé par le basket, l'athlétisme? Est-ce que vous êtes tombé directement dans le monde du sport en salle? Non, parce qu'en fait, quand les professeurs ils étaient encore à l'école, j'étais en primaire, donc je courais très vite déjà, à la base. Donc, l'Africain, chez nous, on court pieds nus. Donc, on est habitué à courir à pieds nus. Donc, on est né, donc on a déjà les pieds qui sont durs comme comment on appelle ça déjà les pneus là, les pneus de voiture. On a vraiment les pieds aussi solides que ça. Donc, j'étais très doué dans l'athlétisme. Donc, on m'a toujours poussé dedans, poussé dedans, poussé dedans. Donc, j'ai quand même fait 12 ans d'athlétisme à un très bon niveau. Wow. Donc voilà, finalement, par finir, après, bah, comme on n'a pas de suivi au niveau de l'athlétisme, on n'a personne déjà pour nous guider comment il faut traiter le corps, comment il faut le reposer, comment il faut l'entretenir. En fait, finalement, il y a eu beaucoup de blessures au fur et à mesure avec le temps. Parce qu'au début, on n'avait pas d'encadrement, on n'avait rien. Donc, dans les années 80, on n'a pas entre guillemets, de préparateur physique, comme on peut l'appeler ça aujourd'hui. Donc finalement, on se blesse plus facilement. Le joueur de compétition, en fait, le corps n'a plus d'énergie puisqu'on a tellement donné pendant les entraînements. Le joueur de compétition n'a plus rien. Donc il faut aller à l'école en même temps, il faut étudier, il faut aller courir en même temps, ton activité. Il y a des joueurs de compétition, finalement, en fait, tu n'as pas de rendement derrière. Donc tout ça, en fait, à force de grandir, tu dis, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, je pense que tout le monde, on peut être tous champions aujourd'hui, pouvoir travailler, avoir une activité physique en même temps, vie de famille en même temps et être à 100% dans ton activité. En fait, c'est impossible. Yeah. C'est impossible. Donc, c'est soit tu es athlète et on te paye que pour ça, soit tu le fais à mi-temps et en même temps, tu as un petit job à côté, tu as une famille derrière,
mais ne pense pas à aller faire compétition parce que tu ne peux pas lier tout en même temps. Hum. Mais vous constatez, par exemple, que vous avez exploré l'univers de l'athlétisme et maintenant vous êtes tombé dans ce qu'on appelle le monde en salle. Quand vous tombez dans le monde en salle, on parle de la musculation, le Ouais. sport avec la fonte. Comment est-ce que vous retrouvez dans cet univers? Bah, en fait, je suis arrivé dans cet univers parce que en fait, j'avais commencé mon diplôme comment on appelle, de coach sportif en 80, 96. Donc, quand je suis rentré dedans, on m'a dit, bon, écoute, si tu veux vraiment être un bon sportif, il faut que tu apprennes à connaître le corps par cœur. Il dit, wow. J'ai dit, on peut connaître le corps par cœur? Il fait, oui, il faut des études. Il dit, ah, je ne savais pas. Il dit, si, on peut. Donc là, on a commencé à me faire rentrer un petit peu au fur et à mesure dedans. J'ai dit, bon, je vais rentrer dedans. Donc, je suis rentré dans une école de sport. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que, en fait, le côté physio, le côté anatomie, c'est là, si le corps, on le connaît pas par cœur, on va l'abîmer au fur et à mesure avec le temps. Et là, je dis, ah ouais. Donc, je dis, pendant 12 ans, 13 ans, pendant la TC, en fait, je me suis vraiment abîmé parce que je n'ai pas réparé mon corps. Et je ne l'ai pas entraîné, je ne l'ai pas éduqué. Donc, finalement, je l'ai plus détruit qu'autre chose. Et là, j'ai commencé à découvrir qu'en fait, le corps, il y a de la musculation derrière, il y a l'alimentation derrière. En fait, il y a tous ces paramètres-là qui te permettent à ton corps d'être plus puissant, d'être plus performant dans ton activité physique. Et là, Et quel que soit l'âge. voilà. Et avec le temps, je dis, bon, OK, je vais prendre du recul et puis je vais voir comment le corps il fonctionne. Et là, je commence à rentrer dans les études. Et en même temps, quand je suis rentré dans le salle de sport pour faire du fitness, parce qu'avant, on faisait du fitness, hein, c'était du step, du Elia, du body, voilà, du body combat, des trucs comme ça. En fait, on avait commencé à faire ça. Et les personnes qui m'ont mis dans ce body, c'est une amie qui s'appelle aujourd'hui, qu'on appelle Odile Lupon. C'est une très, très bonne ancienne amie, bah, en fait, qui était une athlète aussi en bodybuilding. Mais vraiment douée, elle était vraiment douée. Donc aujourd'hui, elle est toujours là, mais celle qui m'a mis, en fait, qui m'a lancé dans ce milieu de sport. En fait, elle m'a vu pendant les cours, elle me dit, mais t'as un beau physique. Je dis, comment ça? Elle dit, tu peux faire des compétitions. Je dis, quelle compétition? Elle a fait bah, du culturisme. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Quel culturisme? Donc, on a commencé à jouer un petit peu là-dessus. Elle fait, non, elle a dit, écoute, moi, dans 2 semaines, j'ai une compétition. Viens me voir. Je lui ai dit, OK, je veux venir te découvrir, parce que comment on bosse ensemble, je veux venir, je veux voir. Et en fait, c'est quand je suis arrivé, j'ai fait, waouh. En fait, j'ai vu les mecs sur scène, le corps bien huilé, je vois le corps, je vois le body, je fais, mais non, il dit, ça existe, ça? Elle fait, voilà le corps que tu as actuellement. Je dis, mais comment ça? Il dit, je dis, je ne l'ai pas fait si tu ne le vois pas. Parce que quelqu'un, on ne se voit jamais, en fait, soi-même. Donc, il faut quelqu'un d'autre extérieur qui t'examine, qui te dit vraiment qui tu es. Donc, tu dis, OK. Et là, je suis dans l'aiguille, je dis, bon, je vais te regarder encore. Donc, j'ai regardé toute sa compétition, c'était fini. Et en fait, les personnes qui l'accompagnaient, en fait, c'est la famille Serge Nubré. Hmm. Voilà, c'est la famille de Serge Nubré, en fait, qui l'avait accompagné, qui l'a entraîné depuis des années, en fait. C'est les cousins de Serge Nubré qui l'ont entraîné. Il m'a dit, écoute, Fisson, tu as le physique pour ça. Donc, est-ce que ça te dirait d'essayer une fois? J'ai dit, bah, pourquoi pas, on va voir si c'est possible. Et là, ils m'ont pris en main, en fait. Donc là, quand je te parle de ça, on était en 2001 déjà. Hmm. Donc 2001, il dit, écoute, voilà ce que tu vas faire. Donc ils m'ont pris en main, il a dit, écoute, on va t'entraîner un petit peu, comme tu as déjà le corps qui va avec, on va te pousser un petit peu, on va te donner comment il faut manger, et puis d'ici 6 mois, 8 mois, on va t'emmener sur scène. Je dis, mais c'est trop tôt. Il m'a dit, non, tu es déjà prêt. Je dis, mais comment je suis déjà prêt? Il a dit, on va juste apprendre à poser. C'est-à-dire les posings, ben, en fait, c'est voilà, tous les mouvements qu'il faut pour faire du bodybuilding. J'ai dit, OK. Donc voilà, c'était parti comme ça tranquillement. Et finalement, bah, le jour J, bah, en fait, je gagne les championnats de France pour la première fois de ma vie, en fait. En 2001, je gagne les championnats de France sans savoir ce que je faisais, en fait. T'as même pas fait le départemental, même pas le régional. Ils m'ont emmené directement au championnat de France. Wow. Là, je gagne les championnats de France en 2001 avec la famille, les cousins de Serge Nubret. J'ai dit, bon, OK. Et finalement, en fait, tu gagnes quelque chose, mais en fait, tu t'en rends même pas compte que tu viens de gagner quelque chose que la plupart cherchent à gagner. Yeah. Donc, je sais pas, j'avais pas le sentiment d'avoir fait un truc extraordinaire, quoi. Attends. Le monsieur, il nous dit, il arrive au championnat de France. Il a même pas fait le départemental ni le Le régional. régional. Au championnat de France, il remporte le championnat de France. Et je suppose que tu as remporté toute catégorie. J'ai remporté toute catégorie. Donc, finalement, il m'a dit, bon, écoute, tu as le don pour ça. Il dit, ouais, OK, super. Donc, moi, je prends ça par plaisanterie, toi. Donc, ils m'ont repréparé encore une deuxième année. La deuxième année encore, je gagne la championnat de France encore avec eux en 2002. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à découvrir vraiment que Dieu m'a donné un potentiel.
Et là, j'ai continué comme ça avec eux au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc voilà. Et après, bah, le bodybuilding, il est né comme ça dans ma vie. Mais quand tu remportes pour la deuxième fois le championnat de France, devant des personnes qui se préparent depuis longtemps Mm. à venir poser et qui ont une expérience dans le domaine, parce que c'est pas un monde facile, c'est pas une chose facile. Donc, comment quand tu rentres, tu rencontres ces personnes-là, vous êtes en coulisses, vous êtes en train de vous préparer, quelle est ta pensée, quel est ton état d'esprit? Bah, en fait, quand tu n'as pas de... Comment on appelle ça déjà? En fait, quand je suis quelqu'un qui ne stresse pas, je suis quelqu'un entre guillemets, dans ma vie d'aujourd'hui, j'ai peur de rien. Parce que je sais que voilà, tout ce que je fais, je dois le réussir. Donc, je ne me pose pas cette question-là. Est-ce que les gens sont mieux que moi ou pas? Ils ne sont pas mieux que moi. Moi, on m'a préparé pour gagner. Donc là, et quand tu es entouré de bonnes personnes qui ont fait ça pendant 20 ans, 30 ans, bah là, je te parle de la personne qui s'appelle Joseph Doc. C'est un très, 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 très grand bodybuilder. Le gars, il a quand même gagné 10 fois les championnats de France avec sa femme en couple, d'affilée. Je crois qu'en France, je crois qu'il est le seul à avoir ce palmarès. 10 fois en couple avec sa femme. Monsieur Joseph Doc, 10 fois d'affilée. Monsieur France, non-stop, 10 fois en couple. Aujourd'hui, quand tu es entouré de ces personnes-là, tu ne peux pas échouer, en fait. Non. Tu ne peux pas échouer. Donc voilà. Donc quand j'arrive comme ça, elle dit, fais ce que tu as à faire sur scène. Et après, on descend. Je dis, OK. Donc je suis parti, tout ce qu'ils m'ont montré, je l'ai fait. Il y avait peut-être la pression du monde parce que c'est la première fois que tu fais un spectacle devant du monde. C'est normal. Il y a quand même cette appréhension de dire, il ne faut pas que j'échoue. Donc tu vas quand même partir avec un peu d'appréhension, un peu de peur, mais c'est normal parce que ça fait partie de l'adrénaline. Et finalement, bah, quand tu sors de scène, bah, on dit, non, tu étais le meilleur. Quoi. Tu dis, OK, bah ouais, j'étais le meilleur, mais parce que vous m'avez appris ce qu'il fallait. Et finalement, bah, c'était parti comme ça. Cette famille-là m'ont préparé, et puis voilà. Et aujourd'hui, bah, je suis arrivé, j'ai gagné les championnats de France en 2014, et après j'ai fait vice-champion, troisième au championnat d'Europe IFBB, j'ai fait vice-champion du monde, et pendant 4 5 ans, j'ai arrêté un peu parce que je voulais quand même récupérer, quoi. Mais comment est-ce que quand tu regardes le palmarès que tu as, pardon, que vous avez autant pour moi, Mm. et que quand tu repars en Afrique et tu regardes, ou quand tu regardes cet univers et tu te dis, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à donner, quel est ton regard par rapport à ça, concernant le continent africain? Quel est ton a priori ou ton envie par rapport à, j'arrive pas à garder le vous, Ouais, ouais, euh, mais vas-y. il n'y a pas de souci. Bah, comme je te disais tout à l'heure, le fait que Dieu t'emmène quelque part pour découvrir un autre univers, tu apprends d'autres choses en fait dans ta vie. Tu grandis avec, tu prends de la maturité, tu prends de la sagesse, euh, tu apprends d'autres connaissances que les autres n'ont pas. Donc tout ça, quand tu l'emmagasines au maximum, en fait, ça fait des bagages. Donc quand tu emmagasines un maximum de bagages, maintenant tu dis OK, je vais aller là où j'étais. Parce que là où j'étais, il n'y avait pas ces choses-là. Hmm. Quand tu arrives quelque part, tu dis bon, OK, il y a tout à refaire. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Tout seul, dans ta vie de tous les jours, on ne peut pas y arriver tout seul. Un être humain ne peut pas avancer tout seul dans sa propre vie, c'est impossible. Il faut toujours des gens autour de lui pour pouvoir avancer. Donc, quand c'est comme ça, bah, en fait, tu essaies de trouver des partenaires pour pouvoir avancer et faire des choses. Aujourd'hui, le culturisme, c'est un sport qui veut se développer dans certains pays, mais comme on disait tout à l'heure, il y a un environnement qui empêche les gens de faire des choses. Maintenant, je ne vais pas citer les noms, mais il y a cet environnement qui empêche les gens. Maintenant, nous, en tant que nouvelle génération, en tant qu'ancienne génération, en même temps, aujourd'hui, on a de la connaissance, on a un bagage. Donc, on peut peut-être aller explorer ces connaissances-là chez nous. Maintenant, comme on dit, il faut des partenaires. Et tout seul, on ne peut pas. Même si tu es milliardaire aujourd'hui, il faut quand même des partenaires pour que ton milliard puisse être exploré correctement. Hmm. Voilà. Mais aujourd'hui, quel est ton état d'esprit dans le nouvel environnement auquel tu es? Je suppose que tu prépares une compétition. Actuellement, oui, dans 5 semaines, je suis sur scène. En fait, je suis au Canada aujourd'hui. C'est ma première compétition au Canada. Waouh! Donc, ça fait 4 ans que je n'ai pas concouru. Donc là, j'ai repris les entraînements. Ça fait 6 mois que je suis arrivé au Canada. Ça fait 7 mois que je suis là. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert qu'il y a un autre univers à explorer. Donc là, c'est explorer d'autres connaissances que j'avais déjà peut-être en France.
Mais quand tu changes de pays, en fait, je pense qu'il y a un autre univers que tu dois apprendre. Donc, tu dois apprendre d'autres personnes, tu dois apprendre de toute personne pour avoir encore plus de connaissances, plus de bagages. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Donc là, j'ai commencé à apprendre. Même ici, j'ai pris un coach. Voilà, pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut pas être sportif sans coach. On ne peut pas être meilleur que les autres sans coach. On ne peut pas avoir un conseiller sans avant. C'est impossible. Vous prenez le ministre aujourd'hui, vous prenez un président, vous prenez un directeur, vous prenez un PDG, ils ont des conseillers derrière. Les gens, ils ne peuvent pas travailler tout seuls, c'est impossible. Donc aujourd'hui, si je veux augmenter mon niveau sportif à 45 ans, il me faut des bonnes personnes autour de moi qui m'entourent et qui peuvent m'emmener quelque part. Avec ma connaissance, tout seul, je ne peux pas avancer non plus. Donc, il faut d'autres connaissances. J'aime bien ce que vous venez de dire. Là, je reprends le vous. Je prends de la hauteur, je reprends le vous, parce que j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. On ne peut pas, à un niveau que ce soit sur la pratique, sur le haut niveau ou quelque environnement que ce soit, avancer sans avoir un coach. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est quoi pour vous un coach? Bah, un coach, c'est quelqu'un qui a la même vision que toi, déjà, d'une. Et peut-être même sa propre vision, elle est au-dessus de la tienne. Parce que si la personne qui te côtoie, qui veut t'emmener quelque part, elle a la même vision que toi, elle n'a pas une vision au-dessus, tous les deux, vous allez stagner. Aujourd'hui, quand je te parle de ça, voilà, je parle de quelqu'un qui a de la connaissance dans le corps humain, qui a la connaissance dans la pratique et qui est passionné de ce sport-là. Là, je parle vraiment de passion. Quelqu'un qui est passionné, il va tout faire pour te faire évoluer. C'est comme aujourd'hui, on donne un exemple. Hein. Tu vis avec un riche. Le riche, il va te donner ses secrets pour devenir riche. Tu vis avec un pauvre. Le pauvre va te donner ses secrets pour que tu restes dans la pauvreté. Donc, quelqu'un qui veut évoluer, il faut aller chercher quelqu'un qui a un niveau, un mindset qui est au-dessus de la tienne pour que tu puisses évoluer avec lui. Donc, moi, c'est ces gens-là, quand je suis arrivé au Canada, que j'ai cherché. J'ai trouvé ces personnes-là par la grâce de Dieu. Donc là, aujourd'hui, ils m'emmènent quelque part. C'est notre premier voyage, entre guillemets, ensemble. Je vais les suivre pendant 1 an. Et ce 1 an-là, c'est normal que je les suive. Et après, je pense qu'on va pouvoir évoluer parce qu'ils doivent découvrir quand même comment mon corps fonctionne, comment je fonctionne. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend le corps humain. On doit avancer ensemble pour pouvoir découvrir le potentiel de chacun. Si je comprends bien, pour permettre aux téléspectateurs et ou les personnes qui nous suivent ou ceux qui vont suivre par la suite, c'est que vous êtes en train de me dire que même quand on a un degré de savoir, même quand on a une expertise, je parle pas d'expérience, je parle d'expertise, euh, euh, il faut accepter de se défaire et de suivre les personnes qui sont qui ont une expérience en fait. En fait, moi, je parle d'humilité. My God. En fait, dans la vie, on ne sait pas tout. Donc, celui qui se positionne sur sa propagande, qui dit je sais tout, il va rester là où il est toute sa vie. Donc, quand si vous voulez, quelqu'un veut vraiment avancer dans ce sport-là, il faut qu'il enlève son humilité, l'orgueil, pour qu'il puisse être avancé par quelqu'un d'autre qui a le savoir. Et moi, c'est comme ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui par la grâce de Dieu. Parce que sans l'humilité, tu ne peux pas avancer. L'humilité précède la gloire. Exactement ça. Est-ce que vous pensez que le haut niveau aujourd'hui, si on parle de haut niveau en France, si on est connu que sur le plan national, parfois même international, où les exploits que la plupart des générations ont pu faire, si on n'arrive pas aujourd'hui à percer, est-ce que c'est une question d'humilité? Ah, C'est une question, parce que les compétences sont là, parce que les performances sont là. Elles parlent d'elles-mêmes. Mais est-ce que le fait de pouvoir shifter vraiment, c'est parce que peut-être vous pourrez dire que il y a pas cette dévotion de pouvoir déposer les médailles d'or, les médailles olympiques et de dire OK, on retourne au tapis. bon, en fait, c'est ce que vous entendez, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé en France, je suis arrivé au Canada, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé toutes mes médailles derrière. J'ai déposé ma connaissance derrière. J'ai déposé mon niveau d'expérience, d'expertise derrière. J'ai été voir un jeune aujourd'hui, le jeune, il a 35 ans. Ils sont deux, ils ont 35 ans. C'est eux qui me coachent aujourd'hui. Moi, j'en ai 45. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question, comme je vous l'ai dit, c'est pas une question de maturité. C'est une question d'orgueil. Plus la personne elle a le niveau d'orgueil qui monte, elle va jamais aller voir des gens, même qui sont. Moi, ils ont 35 ans quand même. Ils n'en ont pas 45. C'est-à-dire, j'ai quand même 10 ans d'expérience plus qu'eux. Ils le savent très bien. Mais moi, ce n'est pas ce que je recherche. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est pas une question de mentalité ou une question d'expérience. Je veux des gens qui ont de la sagesse, qui ont une capacité à me faire évoluer.
Donc, je suis ces gens-là, peu importe l'âge qu'ils ont. Ils peuvent avoir 15 ans ou 20 ans. Ce n'est pas parce que tu as 15 ans que Dieu ne t'a pas donné l'expérience. C'est pas parce que tu as 12 ans que Dieu ne te donne pas la sagesse, le savoir de faire les choses. Un enfant aujourd'hui va venir te parler, mais va te dire des connaissances, des choses que tu n'as même pas acquis dans ta tête. Et ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'enfant lui-même. Donc, Et encore, il faut juste à écouter. C'est ça. Voilà. Il faut juste apprendre à écouter, à recevoir les choses, parce que ton cœur est ouvert à recevoir. Mais qu'est-ce que aujourd'hui dans cette collaboration, qu'est-ce que vous voyez que vous avez peut-être pas expérimenté en France, ou par exemple dans tout ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que vous avez de nouveau aujourd'hui avec cette collaboration ou cette préparation inédit, parce que ça fait comme 3 ans et demi, 4 ans que vous n'êtes pas remonté sur. 4 ans, ouais, Comment est-ce que vous vous sentez? Là, aujourd'hui, en fait, je me sens encore 2 fois plus jeune que j'avais, comme si j'en avais 30. Parce que, comme on disait tout à l'heure, la maturité, elle est là. Mais ce qui va nous permettre de garder cette capacité de rajeunir, c'est la vie familiale, avant tout. L'entourage, l'équilibre familial. Si tu n'as pas d'équilibre, en fait, tu vieilliras facilement et tu ne verras rien avancer dans ta vie. Attendez. Vous parlez d'équilibre familial qui va vous permettre d'évoluer dans ce que vous faites. Dans ce que je fais. Exactement ça. Il faut un équilibre familial pour pouvoir évoluer dans ce qu'on entreprend. Parce que si on n'a pas d'équilibre familial, on restera toujours au même endroit. Parce qu'il va y avoir du désordre à un moment donné. Donc, s'il y a un désordre dans ton couple, tu ne peux rien faire. Attendez, je restitue parce qu'il faut que les gens comprennent. OK? Comment est-ce que. Il y a peut-être parce que les gens prennent les choses à l'envers, ils se disent il faut que je performe. Mais ils oublient la base. Ils oublient la base. Donc, la base qui est l'équilibre familial, qui touche le mental, qui touche la performance, qui touche le physique, qui touche l'exactitude même de la spiritualité de la personne. Mais parfois, on est en décadence ou on est en débalancé, comme dit ma femme, qu'à un moment donné, parce qu'on veut toujours paraître, performer, montrer au monde qu'on est toujours fort, mais au fond, à l'intérieur, au fond, les bases, les fondements sont négligés, Elles sont vides. Et donc, c'est ça que vous êtes en train de nous dire que, en fait, c'est ça votre force, c'est ça votre bien-être, c'est ça votre équilibre. C'est ça mon équilibre, mon bien-être et ma force. Donc aujourd'hui, quand je me promets, quand je dis aux gens, par exemple, là, je suis en train de coacher les gens, je suis arrivé ici, quand je leur donne les bonnes phrases, les bonnes capacités, ils font, ouais, mais bon, vous êtes encore jeune. Et là, quand je les regarde, je rigole, je fais, non, je suis plus vieux que vous de 15 ans. Les gars, ils disent, c'est pas possible. Parce que les gens, ils ne le voient même pas que je suis très âgé quand même, à 45 ans. Aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est vieux. C'est un très bon âge pour bien vivre. Donc là, cet âge-là, il faut l'explorer. Et donc, on doit apprendre aux gens que tant que tu n'as pas d'équilibre familial dans ton foyer, tu ne peux pas avancer, même dans ton entreprise. C'est impossible. Si tu as une entreprise, demain, tu n'es pas équilibré dans ton couple, tu n'es pas équilibré dans ton tel physiquement, spirituellement, mentalement, tu ne peux pas avancer. Mais comment est-ce que, je vous pose la question parce que vous parlez d'équilibre. Ouais. Comment est-ce qu'on est équilibré dans son couple? Comment est-ce qu'on est équilibré dans son intimité? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi pour vous l'équilibre? Parce que la personne avec qui tu vis, par exemple, tu es avec ta femme ou tu es avec ton homme, il faut que les deux personnes s'entendent. Il faut que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Il faut que les deux personnes puissent vivre de la même passion. Même si la deuxième personne n'est pas à 100%, mais elle doit comprendre que c'est, comment on appelle ça déjà, c'est ton moteur de vie. L'activité physique que tu fais, c'est ton moteur de vie. Donc, la personne derrière qui est avec toi, elle doit compatir à ça pour qu'elle puisse t'emmener le plus loin possible avec toi. Même si elle ne le pratique pas, elle doit le comprendre que c'est ça qui t'anime, c'est ça qui va permettre à ton foyer de grandir aussi en même temps. Parce que si toi, tu ne le pratiques pas, ton foyer, il va en prendre un coup. Donc, la personne qui vit avec toi, elle doit te suivre voilà, à 90%, même si elle n'est pas à 100%, les 10% qui restent, tu lui donnes à elle. Ou tu lui donnes à lui pour que puisse faire autre chose que ton activité physique à toi. Mais est-ce que pour cette démarche, ce n'est pas un peu égoïste dans le sens que ça ne va que dans un seul sens? Mais est-ce que ça fait
est-ce que ça repart aussi dans l'autre sens par rapport au partenaire? Bien sûr, parce que le partenaire, peut-être qu'il ne fait pas le même sport que toi, mais l'autre partenaire, il a peut-être des activités aussi que la personne, elle aime. Donc, tu es obligé de l'accompagner aussi dans ses activités. C'est pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Maintenant, Ah, ok. là, si Dieu te bénit et puis ta partenaire, ben, elle aime l'activité que tu fais, ben, tu vas partager avec elle. Et là, il y a une vraie richesse. Parce que vous allez dans le même sens tous les deux, donc c'est encore plus facile à faire. Et là, on parle vraiment d'un équilibre à 100%. Parce que la personne, elle va manger exactement comme toi, elle va vivre la même chose que toi, elle va avoir la même passion que toi. Finalement, en fait, ton équilibre, il est vraiment à 100%. Donc, tu n'as vraiment rien à faire. Tout ce que tu as à faire, bah, la personne va te pousser tout le temps. Puisqu'elle veut être performante comme toi, elle veut que tu sois encore plus performant parce que si tu es performant, elle est performante. Et vice-versa dans le sens contraire. C'est fort ce que vous êtes en train de dire. Imaginez on sort du côté typiquement du sport, mais on parle de quelqu'un qui est passionné par les finances, qui est passionné par la culture, passionné par l'art. Mais les gens vivent ensemble, ou les gens se mettent en couple, mais les personnes ne se comprennent pas. Ils n'ont pas la même vision. Ils se mettent ensemble parce que c'est beau d'être ensemble, parce qu'il faut qu'on soit avec quelqu'un. Mais beaucoup de gens ne se comprennent pas. Et j'aime beaucoup l'angle que vous donnez dans le fait de dire, My God, il faut se comprendre. Il faut un équilibre. Hum. En général, les personnes qui se mettent ensemble, ce n'est pas pour se laisser, mais c'est parce qu'ils veulent construire quelque chose. On parle de construire. On parle de mettre des fondements. On parle de bâtir une maison. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ou des couples, même quand ils ont passé un certain nombre d'années, se reprochent d'avoir plus donné l'autre son temps ou se sacrifier pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que vous mettez en phase ces choses-là ou vous dites non, nous on n'est pas à ce niveau-là, on ne s'échange pas les médailles parce que nous on le fait avec le cœur, nous on le fait avec nos convictions de pouvoir se supporter l'un avec l'autre. Bah, C'est ça que vous êtes en train de nous dire? on parle de ça aujourd'hui, comme dit, là, je suis en préparation. Ma femme, elle s'est levée ce matin à 7h, 8h, elle est partie faire les courses. Parce qu'elle veut que son mari ait un certain niveau sportif. Donc, elle comprend ce métier-là. Puisque maintenant, je l'ai fait partager, donc elle le vit maintenant, comme moi exactement. Donc, elle sait qu'aujourd'hui, si je n'ai pas mon alimentation, il n'y aura pas d'équilibre au niveau du physique. Donc, il y a un partage derrière automatiquement. Elle sait que moi, j'ai besoin d'augmenter ma performance physique. Donc, elle fait ce qu'il faut. Et elle le fait avec passion, elle ne le fait pas parce qu'il y a une obligation, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, dès l'instant commence à avoir une obligation dans un foyer, dans un couple, ça ira pas du tout dans les deux sens. Quand je l'ai rencontrée, elle fumait un petit peu, elle buvait un petit peu de temps en temps des petits vins avec ses amis. Mais le fait que je l'ai mis dans le sport, aujourd'hui, elle a découvert le sport. Elle ne peut pas se passer de ça. C'est-à-dire qu'elle a découvert quelque chose, on voit, qui a changé sa vie. Donc, on peut emmener quelque chose de grande valeur à sa femme ou à son homme. Maintenant, il faut vraiment persévérer, comme on parlait tout à l'heure, on parle de la foi. Et la foi, il y a une persévérance dans les choses. Il faut persévérer pour que les choses puissent aboutir à un moment donné. Même si c'est difficile au départ, mais c'est comme ça. Moi, mon foyer, je l'ai bâti. J'étais persévérant jusqu'à ce que ma femme puisse changer, pour que je puisse changer. Aujourd'hui, elle m'apporte un équilibre. Moi, je suis quelqu'un de nerveux, très nerveux. Aujourd'hui, c'est une femme qui est très sage, qui est calme. Donc, elle m'apporte un certain équilibre dans certaines choses. Et moi, je lui apporte aussi un équilibre dans certaines choses qu'elle ne connaissait pas. Donc là, on parle aussi de maturité, on parle d'échanges réguliers. Et c'est ces échanges-là qui font qu'aujourd'hui, mon foyer est stable. Waouh! C'est rare de voir un sportif de haut niveau partager cette intimité dans son couple et de partager l'essence même de l'équilibre, de dire, OK, moi je fais, il n'y a pas que du physique, il n'y a pas que le spirituel, mais il y a toute cette chose-là, tous ces chronogrammes-là qui me permettent de pouvoir avancer et de focaliser mon travail. Mais pour ça, il faut que j'ai un équilibre. Mon équilibre intime, mon équilibre personnel, mon équilibre avec ma conjointe. Et c'est rare parce que on entend souvent le discours de certains athlètes de haut niveau. Et puis finalement, on se dit, mais en fait, il fonctionne comment? Et puis on montre une figure de partie d'alimentation, une figure de partie de l'intimité pour montrer comme si effectivement tout allait bien. Mais il y a quand même des frictions. Il y a quand même des moments où vous êtes contrarié, il y a des moments où vous êtes pas en accord. Mais comment est-ce que vous réglez ça? Et puis vous partez à l'entraînement avec ces choses-là. Bah, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, en fait, Dieu m'a toujours permis en fait, de ne pas avoir de frustration dans mon foyer. Hum.
Je n'ai aucune frustration, je n'ai pas de, comment on appelle ça déjà, de la jalousie ou des énervements inutiles. Quand je suis énervé, elle le sait, je suis énervé parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. C'est juste ça. Mais le sport aujourd'hui, si j'y vais pas, j'y vais pas. En fait, je ne veux pas me mettre mon foyer en danger pour mon activité physique. Je ne veux pas mettre mon couple en danger pour mon sport. Maintenant, si je vois qu'il y a un équilibre à avoir, je le fais sans problème. Maintenant, la personne qui vit avec toi, elle va le comprendre simplement parce qu'elle sait que c'est ton équilibre à toi personnel. Parce que quand tu as rencontré, moi, m'a rencontré, j'étais déjà dedans. Je vis déjà avec ce sport-là, je vis déjà avec cette fille, avec, comment on appelle ça déjà? C'est mon bien-être à moi, personnellement. Quand elle m'a rencontré, j'étais déjà dans ce bien-être-là. Donc, elle a compris que finalement, si elle me prive de ça, elle sait que son foyer ne sera pas stable. Donc, elle a compris. Donc, elle ne peut pas me priver de ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'accompagne. Même si elle ne le pratique pas, elle va faire des concessions pour le faire. Maintenant, aujourd'hui, ces concessions, elle ne le fait plus. Maintenant, c'est devenu naturel pour elle. C'est-à-dire, même aujourd'hui, elle ne va pas au sport. Elle se sent très mal. Elle n'a pas son alimentation, ce qu'il faut dans son assiette. Elle se sent très mal. Parce que je lui ai emmené ses valeurs pour qu'elle puisse découvrir son corps aussi. Donc, aujourd'hui, dans notre foyer, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment bizarre pour dire, ouais, tu vas pas au sport aujourd'hui, on va se parler. Non, non, on y va tranquille tous les deux en même temps. Et chacun fait ce qu'il a à faire. Voilà. Mais comment est-ce que vous alliez conviction, vos convictions au métier enfin, et l'activité physique que vous effectuez et les prérogatives de cette activité physique et sportive, dans le sens que, par exemple, dans vos convictions, on dit il faut préserver le corps. Et le corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais vous allez dans une compétition où vous exposez la plastique, où vous mettez à nu la référence même de ce qui est peut-être un petit peu l'intimité de ce qui est votre couple. Comment est-ce que vous gérez ça avec votre femme et vos convictions? Bah, en fait, l'exemple, c'est quoi? Aujourd'hui, on prend n'importe quel domaine sportif, on va prendre simplement la natation. Une personne qui va nager, elle se met un maillot de bain. Ou je vais à la plage, j'ai un maillot de bain. Donc, j'expose quand même mon corps intimement à la plage. Donc là, 1 milliard de personnes sur la planète vont à la plage tous les ans. Même un peu plus que ça, plus de 5 milliards. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une exposition, c'est que je vais faire un métier. Je veux même appeler ça un métier. Parce que ce métier-là, je l'explore en même temps dans mon travail de tous les jours. En fait, c'est ce métier-là qui me permet de me surpasser dans mon travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis coach depuis 25 ans. Donc, depuis 25 ans d'expérience, c'est cette activité-là qui me permet de grandir de plus en plus et d'avoir de l'expérience aussi. Aujourd'hui, je prends n'importe quelle personne, je peux la transformer. Peu importe le temps, ça va prendre. Mais je l'emmènerai la personne de un point A à un point B. Donc, l'exposition sur scène aujourd'hui, ce n'est pas une exposition, c'est je suis en compétition. Ce n'est pas la même que si demain je vais dans une salle et je suis toujours tout nu ou je monte mon corps aux gens à droite, à gauche. Là, je ne parle même plus de compétition. Là, je parle d'exposer mon corps. Mais dès l'instant où je suis sur scène, c'est de la compétition. Et les gens qui viennent voir cette compétition-là, ils n'ont pas un œil pervers, comme on dit la plupart. Ils sont là parce qu'ils viennent admirer quelque chose qu'ils n'ont pas, ou bien ils veulent découvrir quelque chose qu'ils veulent découvrir pour dire, OK, il est comme ça, je suis capable d'être comme ça. En fait, on devient une référence pour les gens à un moment donné, mais à un certain degré de niveau physique. Wow. Voilà. C'est important parce que ça touche la compréhension de la doctrine, ça touche la compréhension de ce qu'on est en train de faire et de respecter par rapport, je vais toucher par exemple le secteur des musulmans. Je fais juste une parenthèse, ce n'est pas pour attaquer, ce n'est pas pour insulter ou quoi que ce soit. Les musulmans, par exemple, chez les femmes, elles ne doivent pas faire de compétition. Okay, elles ne doivent pas montrer leur nudité, quelle que soit leur partie qui pourrait faire tendance. Mais les hommes ont la possibilité d'aller, eux, faire de la compétition et de montrer leur corps. Est-ce que c'est pas... Il y a un paradoxe. Il y a quelque chose qui est un Il y a un peu... truc qui ne va pas. C'est soit l'homme n'y va pas, ou soit la femme n'y va pas, mais c'est les deux qui ne vont pas. Mais on ne peut pas priver quelqu'un parce qu'il est homme, on ne peut pas priver la femme parce qu'elle est femme. Non, c'est soit les deux ils y vont, soit les deux ils n'y vont pas du tout. Mais bon, après ça, c'est chacun gère dans sa religion de la façon qu'il veut gérer les choses. Moi, je ne suis pas contre. C'est que quoi, il veut faire sa compétition, il fait. C'est qu'il ne veut pas, il ne fait pas. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans ma salle de sport, je suis toujours habillé pour m'entraîner. Je ne viens pas exposer mon corps dans la salle de sport. Je viens pour mes performances physiques. Je ne me découvre pas. Maintenant, le jour J, je monte mon corps parce que j'ai travaillé toute une année.
pour montrer mon physique sur scène parce que j'ai des juges qui sont là. J'ai des personnes hauts responsables qui sont là pour juger mon plastique. Ce n'est pas une exposition pour dire, ouais, je vends mon corps, je ne le vends pas du tout. Je suis là pour montrer aux gens qu'on est capable à 50 ans, 60 ans, d'avoir une très, très, très bonne santé. Et aujourd'hui, ce sport-là nous permet d'avoir une vie qui recule, entre guillemets. On gagne de l'âge, mais en vieillissant moins. Je peux avoir 50 ans, mais je vais 2 fois moins vieillir. Je vais avoir 70 ans, mais je vais avoir moins vieillir. Pourquoi? Parce que les articulations sont rajeunies, ma peau se rajeunit, mes cellules se rajeunissent, parce que j'ai une hygiène de vie alimentaire, j'ai une hygiène de vie familiale. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire que moi, je vais continuer à rajeunir. Et moi, mon futur aujourd'hui, c'est pouvoir profiter de ma retraite dans 60-70 ans. C'est là que je vais être capable encore de courir, sauter avec mes enfants, mes petits-enfants. Ce sport-là, il est basé là-dessus en général. C'est pour éduquer son corps, pour le maintenir en vie le plus longtemps possible. Comme on dit, Dieu nous a donné une vie. Il n'y en a qu'une seule. Il a dit, tu es responsable de ton corps, je t'ai donné le côté terrestre. Donc, c'est à toi d'en prendre soin. Donc, si je n'en prends pas soin par l'alimentation, par l'activité physique ou par le bien-être familial, je vais vieillir plus vite. Donc, le jour où j'irai plus tôt, ben, il va me poser la question, tu as fait quoi pendant ce temps-là? Je vais rentrer dans un angle où il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de problèmes et beaucoup d'on-dit. Et d'ailleurs, on a fait couler beaucoup d'encre. On a vu les grands champions comme Ronnie, on a vu Arnold Schwarzenegger, on a vu plein d'autres, on a vu d'autres qui sont en train de décéder. On a vu les Lavron qui ont quitté la compétition. Et c'est paradoxal dans le fait que vous dites vous avez un corps et vous prenez soin de votre corps parce que vous voulez mieux vieillir. Mais quand on fait de la compétition, on pousse aussi dans la compétition à consommer des choses illicites parce qu'on veut tellement pousser à l'extrême aujourd'hui que la plupart des athlètes sont obligés de se droguer, se doper. Et est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Est-ce que il vous est arrivé de dire ok, j'ai pas eu une compétition parce que c'est énorme et parce que moi je ne rentre plus dans c'est pas ma conviction, donc moi je ne rentre pas dans ça, mais je continue à tirer ou à m'entraîner naturellement. Comment est-ce que vous fonctionnez dans cet aspect de l'angle de la compétition? Aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui on vit avec les réseaux sociaux. On vit avec la télé, on vit avec Internet, on vit avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui qui montrent qu'aucun athlète sur cette planète puisse avoir un très, très haut niveau sans avoir des compléments de dopage. C'est impossible. Après, il ne faut pas se mentir. La réalité reste la réalité. Le mensonge restera toujours le mensonge. Mais quoi qu'il arrive, le mensonge te rattrapera un jour, tôt ou tard. C'est vrai. Donc, il ne faut pas… Après, je ne dis pas qu'on ne prend pas des choses. Tout le monde prend. On peut prendre un basketteur, tennisman, rugbyman, golfeur. Il y a un niveau de dosage que chacun prend. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à un sportif de très haut niveau d'avoir 90% de son activité physique toute une semaine sans être fatigué. C'est impossible. Maintenant, ce sport-là, parce qu'on a un physique qui est tellement imposant, qui est hors norme, en fait. Voilà. Si on parle de quelque chose, c'est du hors norme. Parce qu'on transforme notre plastique, on transforme notre corps. Un golfeur ne transforme pas son corps. Un tennisman, son corps ne se transforme pas. Donc, il y a un certain degré de compétition dans lesquels voilà, on est obligé d'exposer son corps. Pourquoi? Aujourd'hui, si le bodybuilding, on n'expose pas le corps, on ne va pas voir son plastique. Et si on ne voit pas son plastique, on ne va pas dire qu'il est dopé. Donc, concrètement, vous vous dites que vous prenez quand même quelques… Je ne veux pas vous mentir, on est obligé. Il y a un minimum de choses. En tant que sportif de haut niveau, parce que vous avez les articulations qui se fatiguent. Vous avez le corps qui fatigue. Vous avez la libido qui va descendre à un moment donné. En fait, il y a tellement de choses, d'organismes qui chantent dans votre corps. À un moment donné, vous êtes obligé de passer par là. Maintenant, quand je parle d'obligation, je ne veux pas ressembler à King Kong. Voilà. Je ne veux pas ressembler à, comment on appelle déjà, peu importe, n'importe qui d'ailleurs. Je veux rester tel que je suis. Moi, je fais des compétitions parce que je suis coach sportif, ça fait 25 ans. Donc, moi, je vais garder toujours cette forme-là qui me permet de toujours continuer à faire mon métier. Et moi, je fais la compétition pourquoi? Parce que c'est une image. C'est ma carte de visite. Je ne fais pas du bodybuilding pour devenir riche dans le bodybuilding. Parce que si je voulais venir riche depuis dans le bodybuilding, j'aurais continué à le faire depuis 2001. Et je pense que le poids que j'ai aujourd'hui, je ne serais toujours pas comme ça sur scène.
j'aurais peut-être allé à l'extrême. Mais comme je te disais tout à l'heure, chacun a sa vision. Et chacun a sa vie de voir comment il veut évoluer dans ce sport-là. C'est-à-dire aujourd'hui, toi, moi, j'ai arrêté pendant 4 ans. Je peux arrêter pendant encore 3, 4, 5 ans. Ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est juste que je le fais ce sport par vraiment une vraie passion. Pour faire comprendre aux gens que j'entraîne qu'on est capable d'avoir un physique sans spécialement passer par de l'extrême. Sans spécialement charger de grosses charges lourdes pour pouvoir avoir un beau physique. Il y a de l'apprentissage. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Concrètement, vous êtes en train de me dire, la plupart des gens qui fonctionnent dans, par exemple, le culturisme et le body, arrivent quand même à se doper, à prendre des choses pour avancer, mais de manière concrète, de vous à moi, comment est-ce que fonctionne votre journée, une journée lambda ou une journée de préparation? Vous mangez à 6 heures? Est-ce que vous mangez à 7 heures? Et combien de repas vous faites, par exemple, dans la journée? Parce que vous me dites, vous fonctionnez comme vous fonctionnez, vous vous entraînez par exemple pendant 2 heures. Est-ce que pendant les 2 heures, quelle est la journée type d'un athlète de haut niveau? Comment est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange 5 fois par jour, 7 fois par jour? Comment est-ce qu'il mange? Est-ce que c'est un ratio de manger toutes les 2 heures et aller s'entraîner 1 heure ou 2 heures? Comment est-ce que vous fonctionnez dans la journée? En fait, moi ma vie, elle est simple. Je me lève le matin, moi, la première des choses que je pense, c'est mon travail. C'est mon travail. Je suis coach sportif, ça fait 25 ans. Ma priorité, c'est mon job. Maintenant, je vais me lever le matin parce que je sais que j'ai des compétitions. Même si je ne fais pas de compétition, je vais manger normalement dans la vie de tous les jours. En fait, je ne suis pas omnibilisé par le manger ou par l'activité sportive. D'accord. Ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, je te dis tout à l'heure, je me lève le matin. Ma femme est à côté de moi. Je prie d'abord avant de sortir de chez moi. Je dis merci à Dieu parce qu'il m'a donné une vie. Il m'a donné un souffle de vie. Je pars de chez moi. Je suis serein à partir de chez moi. Ma base, c'est mon travail. Maintenant, mon activité physique, elle va venir en dernier lieu. Mais ce n'est pas ma priorité. Maintenant, Ok. je le fais comme je te disais tout à l'heure, il faut que mon foyer soit en symbiose avec ce que je fais. Il faut que mon activité physique puisse rentrer dans mon activité familiale. Et dans mon activité familiale, il faut que mon activité physique, travail rentre dedans en même temps. Donc, il faut que j'arrive à tout scinder pour que mon équilibre se fasse. Ouais. Donc, je ne peux pas mettre une priorité sur un et négliger l'autre et négliger ma femme. Ce n'est pas possible. Je fais encore l'écho parce qu'on est sur la voie de la voix. Messieurs, est-ce que vous avez entendu? Notre athlète a dit, notre invité a dit, il met la priorité sur son travail. Le travail dont il parle, c'est son foyer, c'est sa femme. C'est ça. Et je me fais les mots et l'écho de cette voix. Quand vous dites, moi je voulais vraiment savoir parce que vous savez, il y a des gens qui disent, moi j'ai pris du poids. Il y en a qui disent, moi je préfère pas manger le matin parce que je vais pour autant brûler, comme on dit au pays, je vais casser la graisse. Ouais. Non, ce que je voulais vraiment que vous nous donniez, Ouais. c'est votre journée typique de l'athlète et du D'accord. compétiteur et de l'homme. Au-delà de prendre soin de votre femme, au-delà de faire votre travail d'homme de couple OK. et de responsable dans votre foyer, ce que je voudrais en fait, c'est que vous nous expliquiez quand vous vous levez le matin de manière typique, basique, vous prenez un petit déjeuner, mais quel type de petit déjeuner? Qu'est-ce que vous faites comme collation s'il y a de la collation? Est-ce que vous buvez 3 litres d'eau parce que c'est les caractères mais on voulait avoir quelque chose de typique dans votre fonctionnement dans la journée. Est-ce que vous vous entraînez le matin? Est-ce que vous vous entraînez entre midi et deux? Est-ce que vous vous entraînez le soir? Est-ce que vous vous entraînez 3 fois dans la journée? Je sais pas. C'est ce que je voulais vraiment savoir, un peu votre programme D'accord. d'entraînement. Bah, typiquement, je me lève le matin. Mon petit déjeuner, il est simple. Hein, il est pas. Aujourd'hui, moi, je suis habitué à prendre des flocons d'avoine. C'est-à-dire, depuis 20 ans, je mange que des flocons d'avoine. Donc, flocons d'avoine, je pense que tout le monde le sait. C'est quand même, voilà, c'est la base de tout sportif, peu importe lequel qui va faire du sport. Parce qu'on n'a pas de cholestérol dedans, c'est des fibres. Ça passe très bien, c'est très bien, c'est bien digeste. C'est soit des œufs le matin avec. Après, comme j'ai déménagé un peu, je suis au Canada, donc on a quand même un peu plus de fruits qui est quand même plus. Il y a une meilleure disposition de fruits quand même au Canada, faut le reconnaître.
on est quand même bien servi dans ce pays quand même. On arrive aujourd'hui dans les magasins, on ouvre les congélateurs, il y a des fruits partout à volonté. Donc, on peut se permettre de manger des fruits le matin, que ça soit des bleuets, ça soit de l'ananas le matin. Voilà, on peut mélanger un peu de tout. Ou soit mon deuxième petit déjeuner le matin, c'est quand je me lève le matin, c'est 150 grammes de viande blanche. Ah, vous mangez de la viande De la blanche le viande matin? blanche le matin. En fait, c'est de la pure protéine. Je rajoute que de la pure protéine. Je prends 2, 3, 4 fruits et je pars. Voilà. Sur Donc, mon troisième petit déjeuner, c'est soit je prends 150 grammes de viande rouge pure et après je rajoute un petit peu de graisse. C'est-à-dire je rajoute un peu des petits lards découpés un petit peu avec. Et ça, c'est mon petit déjeuner le matin. Voilà. Toujours avec des petits fruits, 2, 3 fruits différents à chaque fois. Ça, c'est mon petit déjeuner. Donc, vers 10h, 11h, je décale un peu parce qu'avec le travail, donc je ne peux pas avoir des consommations réelles constamment. Donc, j'essaie de caler mon petit 10 heures entre mes heures de travail. Donc là, c'est juste de la whey isolate pure et du carbo. Donc là, je me fais un petit shaker. Pareil, je me rajoute des fruits secs, par exemple comme des amandes ou voilà, avec du bleuet derrière. Donc ça, c'est mon petit 10 heures. Et le midi, j'ai entre 200 et 300 grammes de riz blanc pur. Voilà, 250 grammes de poisson ou de la viande blanche ou du saumon, ça dépend des jours en fait. Donc en fait, dans la journée, j'ai quand même 6 à 7 repas par jour. Donc 7 repas, je vous parle de 3 repas solides et après, voilà, 3 encas en liquide. Voilà. Et par rapport à ça, entre deux, vous prenez votre temps d'entraînement, vous prenez quoi? 1 heure, 40 minutes, Je 45 prends minutes? 1h15 en général. Le grand maximum, c'est 1h15. Je ne fais pas plus dans la salle. Parce que comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tous le même potentiel, entre guillemets, physique ou la même génétique, la même morphologie pour pouvoir s'entraîner pendant 2 heures ou 3 heures. Moi, je suis de quelqu'un d'un éctomorphe, je brûle énormément de calories. Ma journée, ça a un petit propos, mon métabolisme basal, il est à 2150. Donc, c'est là que mon corps il brûle énormément sans rien faire. C'est là que je suis posé dans mon lit, je regarde la télé, je brûle déjà 2150 calories. Je joue à rien faire. Donc, pour avoir cette consommation-là continuellement, il va falloir que je mange le triple ou le quadruple pour pouvoir maintenir mon corps toujours dans sa capacité énergétique. Les amis, ce que le Voilà. monsieur est en train de vous dire, c'est que son métabolisme fonctionne comme une voiture de Formule 1. C'est-à-dire que ça consomme tellement d'énergie C'est sans ça. pour autant qu'il fasse les choses. Il faut des choses. C'est pour ça qu'il doit manger autant et il rationne 7 repas en qualité de 3 repas solides et le reste en semi-liquide, C'est ça. Ouais. Donc l'idée est de compenser la dépense énergétique pour pouvoir mieux construire tout ce qui est effectivement du tissu musculaire, Muscle. ok, Exactement. et tendineux et ligamentaire et tout le reste pour pouvoir permettre de fonctionner dans son univers. J'ai synthétisé les choses parce que beaucoup de gens ont tendance à pas forcément comprendre tout ce que l'on dit parce qu'on parle avec des termes qui sont assez techniques, qui sont parfois un peu spécifiques. Mais l'idée pour nous, c'est de remettre les choses dans le bon contexte. Aujourd'hui, quand vous avez fait, par exemple, le bilan avant compétition, vous vous êtes fixé un objectif de prendre de la masse musculaire et à la fois de sécher. Comment ça se passe ces périodes-là, par exemple? Bah, par exemple, les 6 premiers mois qu'on a fait, on a préparé. En fait, j'ai un corps qui ne prend pas vite. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un métabolisme qui est très rapide. Donc, moi, ce que je cherche à travailler à chaque fois, c'est ma qualité musculaire. Je ne cherche pas à prendre 20 kilos, 15 kilos, parce que mon corps ne va jamais les prendre de toute façon, même si je le veux ou non. Et moi, je n'ai pas envie de prendre 20 kilos, 40 kilos pour ne pas continuer à faire mon sport ou continuer à faire mon activité. J'aime la boxe, j'aime le basket, j'aime un peu tout sport de cardio. Donc, j'aime bien pratiquer, continuer à faire mes activités sans spécialement me contraindre dans mon poids du corps. C'est impossible. Donc, j'essaie quand même raisonnablement de prendre entre 5 et 6 kilos à chaque fois hors saison. Moi, c'est ce que j'ai besoin parce que mon cas, ça me suffit largement. Mais même ça, quand vous prenez quand même, vous parlez de 5-6 kilos, c'est par rapport à la morphologie, par rapport à la structure La osseuse, structure osseuse, exactement ça. par rapport au cœur. Voilà, par rapport au cœur. Donc là, mon maximum de poids, je peux prendre en moyenne. Allez, si même je monte au plus grand, allez, il faut que j'arrive à 80, 88 kilos, grand maximum hors saison. Mais moi, j'ai jamais réussi à atteindre des 80, 85 kilos. Mon grand poids que j'ai pu prendre aujourd'hui, depuis que j'ai commencé le bodybuilding, c'est 82 kilos.
Vous avez jamais dépassé la barre des J'ai 82 jamais kilos. dépassé la barre de 82 parce que j'en veux pas. Parce que je sais que mon corps ne va pas le supporter. Et moi, ça me dérange déjà. Je ne pourrais pas. Donc finalement, Hmm. je ne cherche pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais ce sport-là parce que c'est une passion. Je suis vraiment passionné pour vraiment comprendre comment le corps il fonctionne. Donc le fait de faire des compétitions, le fait de faire des régimes, de faire des entraînements hors saison, basse saison, passer en travail de sèche, en fait, ça me permet de découvrir comment le corps il fonctionne, comment on peut le faire réagir sur mon travail. Parce que je fais que ça dans la journée. J'entraîne des gens, je modifie le corps des gens, je les fais perdre du poids, je pars sur de la rééducation fonctionnelle, donc problème de genou, problème articulaire. Quand je vois le poids, comment il fonctionne, comment je vois les actions, comment il fonctionne, je peux prendre quelqu'un en main. Donc, le fait de le pratiquer sur moi continuellement, pratiquement tout le temps, je peux jouer avec l'organisme. Donc, quand j'ai quelqu'un dans les mains qui a peut-être 20 ou 40 kilos de plus, ou qui a peut-être 5 kilos à prendre, ou qui a peut-être juste 25 kilos à prendre, je sais le travailler parce que je le pratique continuellement. Comment, Et ça, comment ça est-ce m'aide. que vous, comment est-ce que, par exemple, pour euh, permettre à une personne de brûler ou de casser son métabolisme dans la prise de masse tissulaire au niveau graisseux, pour faire simple, quand une personne a pris du gras, Ouais. c'est-à-dire elle a forcé plutôt, comment est-ce que vous pouvez diminuer, la personne dit qu'elle veut perdre 10 kilos, comment est-ce que vous faites pour atteindre les 10 kilos de perte? Est-ce que vous atteignez les 10 kilos ou est-ce que vous atteignez la moitié et que vous êtes rassuré de dire on a atteint la moitié par rapport à l'indice de masse corporelle, par rapport au métabolisme de la personne? Comment est-ce que vous fonctionnez avec une personne qui vient vous voir et dire, OK, là, j'ai pris trop d'embonpoint, le médecin m'a demandé de perdre 10 kilos. Comment est-ce que vous fonctionnez avec elle? Bah, en fait, aujourd'hui, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sainement, en fait, aujourd'hui, on a des machines de bioimpédance mètre qui nous permet aujourd'hui de voir le métabolisme basal de la personne et de voir la composition corporelle directement. Donc, ça là, on peut vraiment, entre guillemets, voir tous les segments du corps pour voir vraiment exactement là où il y a du mauvais gras ou du bon gras. Donc là, ça nous OK, permet aussi d'évaluer un petit peu l'organisme complet de la personne. Donc, à partir de OK. ce bilan-là, déjà, on peut établir déjà l'entraînement et l'alimentation qui va avec. Maintenant, si la personne dit, OK, je veux perdre 20 kilos, tout ce qu'on a à faire, c'est regarder déjà son métabolisme basal. Est-ce que son métabolisme est très lent ou est-ce qu'il est très rapide? Mais comment est-ce que vous savez ça? Ah, juste avec votre équipement? Avec l'équipement, puisqu'il nous détermine, parce qu'en fait, c'est des machines médicaux. Donc, à partir de là, on peut déjà le voir automatiquement. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de travailler sans entre guillemets, imaginer ou réfléchir ou dire, OK, bah, moi, avec mon avis à moi, il n'y a pas d'avis. Là, on a un avis Hmm. médical machine qui nous donne ces paramètres-là, parce que c'est vraiment scientifique. OK. Donc voilà, sur ces bases scientifiques, on peut vraiment dire, OK, voilà la personne, voilà. Tu as 25 kilos enlevés, là, tu as peut-être 40% de masse musculaire, voilà, l'eau intracellulaire que tu as, voilà, l'eau extracellulaire. Donc à partir de là, on peut voir si la personne elle boit énormément, elle ne boit pas du tout, si elle a un IMC qui est très élevé ou très bas. Donc on peut jouer là-dessus. OK. Donc voilà, à Et partir à de part, là, on peut commencer à travailler sur la perte de poids de la personne ou sur la prise de masse. OK. Mais comment est-ce que vous mettez ça en phase? Est-ce que c'est une question, vous allez baser par exemple les premières 10 séances sur la méthodologie d'entraînement, vous allez fonctionner sur la façon de manger, comment est-ce que vous mettez ça en phase? Bah, on va déjà établir déjà comment la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de fournir comme énergie déjà dans son propre niveau à elle-même. Parce qu'aujourd'hui, si on veut prendre quelqu'un en main pour l'entraîner, on ne peut pas se permettre de prendre la personne et de l'entraîner comme nous on s'entraîne. Yeah. C'est pas possible. Donc là, Hmm. ce que je vais prendre déjà, on va expliquer déjà à la personne que, OK, je ne connais pas ton corps, comment il fonctionne. Je ne connais pas ton corps, comment il fonctionne au niveau alimentaire. Là, moi, je vois que tu as peut-être 20 kilos à perdre. Donc, ce qu'on va faire, on va repartir sur une nouvelle base zéro. On va commencer à s'entraîner petit à petit pour évoluer ton corps, pour voir ce qu'il est capable de produire comme énergie. Donc, moi, mon but en général, c'est peut-être augmenter son métabolisme basal pour qu'il puisse brûler plus vite. Donc, Et en fait, voilà, c'est tout un système de rééducation, de c'est réhabilitation ça. que, que vous allez emmener la On va personne aider à. progressivement la personne à avoir une réhabilitation au niveau osseux, au niveau ligamenteux, au niveau musculaire et au niveau cardio en même temps. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a quand même 20 kilos à perdre, elle n'est pas capable de courir peut-être 12 km/h, c'est pas possible. Ou sur un vélo, avoir un certain rythme au niveau. Donc, la personne sait pertinemment qu'elle est déjà en déficit au niveau du cardio. Donc, ce qu'on va faire, Hmm. c'est progressivement emmener la personne le plus loin possible qu'elle est capable d'aller. Et à partir de là, on va commencer à la faire travailler au fur et à mesure avec ses capacités à elle-même. Mais quand vous regardez aujourd'hui la façon dont la plupart des coachs, tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux, de tout ce qui se passe, quand vous regardez un peu comment les personnes entraînent,
Vous avez par exemple le système aujourd'hui de CrossFit. Vous voyez, on fait aujourd'hui de la compétition avec tout ce système d'intensivité, de travail, de pousser le corps à l'extrême. Aujourd'hui, beaucoup de gens se jettent dans ces choses pour faire soi-disant de la compétition, perdre du poids le plus rapidement possible. Quelle est votre pensée là-dessus? Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas là pour juger les activités physiques de chacun. Chacun a sa manière de fonctionner, chacun a sa manière de penser. Moi, j'ai une pensée que Dieu m'a permis d'avoir jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir du recul sur la personne qui est en face de moi. La personne qui est en face de moi, elle n'est pas sportive de haut niveau. La personne qui est en face de moi, elle vient chercher un bien-être. La personne qui est en face de moi, elle vient parce qu'elle est en détresse respiratoire ou en détresse physique. Ou parce que sa vie sentimentale, sa vie familiale ne va pas du tout, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc, moi, je vais me baser là-dessus pour pouvoir vraiment mener la personne de A à Z derrière. Maintenant, le CrossFit, je l'ai pratiqué. Le CrossFit ne s'est pas donné à tout le monde. Si on revient sur ces petits paramètres-là, le CrossFit n'est pas donné à tout le monde. On parle de sportifs de haut niveau. CrossFit, oui, je peux me permettre. Aujourd'hui, je vais dans certaines salles, les gens pratiquent le CrossFit, mais en fait, c'est... Non, quoi, je suis désolé. On abîme les articulations, les tendons, les moelles sont mal faits, le côté cinétique, tout est désordonné, quoi. Donc, on va vraiment parler de... Allez, bon. On va mettre un point là-dessus, on va mettre ça sur le côté. On va mettre ça sur le côté. Donc, non, parce que c'est important on a la responsabilité. Aujourd'hui, ce que je conseillerais aux gens, quelqu'un vraiment qui veut aller loin dans son activité, ou qui veut vraiment avoir une vraie perte de poids, ou qui veut vraiment apprendre à s'entraîner, prenez un coach, un vrai coach. Il y en a. Ce n'est pas parce que le coach n'est pas sur les réseaux sociaux que ce n'est pas un bon coach. C'est pas parce que le coach ne s'expose pas que ce n'est pas un bon coach. La plupart qui ne s'exposent pas parce que ce sont des gens qui se respectent eux-mêmes déjà à la base. Maintenant, aujourd'hui, on dit les réseaux, ils vendent. Moi, je n'ai pas besoin de me vendre. Aujourd'hui, vous regardez sur mon Instagram, je crois que je l'ai ouvert depuis 2006-2007. J'ai peut-être 800 abonnés. Je le fais parce qu'on m'a demandé de le faire. J'ai des clients qui disent, mais mets ton truc, ça va te faire du bien, tu vas voir que les gens vont te suivre. Mais en fait, je m'en fous complètement que les gens me suivent. Qu'ils ne me suivent pas, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas des gens qui me suivent qui me donnent à manger. Yeah. Ce n'est pas eux qui me donnent ma vie, ce n'est pas qu'ils font que mon foyer soit en bonne santé. Ce n'est pas qu'ils font que moi, je suis en bonne santé. Moi, c'est mon entourage qui me permet d'être en bonne santé, c'est mon entourage qui m'encourage. Mais ce n'est pas les gens qui sont à l'autre bout du monde qui vont me liker pour dire que tu es en bonne santé, que tu as un très bon physique. Leur avis, ça ne m'intéresse même pas. J'en veux pas. Excusez-moi, mais chacun vit comme il veut vivre, quoi. Donc, non, j'attends pas le like de Paul-Pierre Jacques pour dire, OK, voilà, je suis très bon coach. Non. Je connais mes compétences, je connais mes valeurs. Donc, moi, j'avance avec ça. Maintenant, aujourd'hui, quand je coach un client, le client va me ramener un client parce qu'il est satisfait de mon travail. Yeah. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, aujourd'hui, mettre des réseaux sociaux, fais des trucs, je le fais juste pour faire plaisir à 2-3 personnes que je connais. Là, tu regardes aujourd'hui, il y a toutes les photos, peut-être un truc, je vais la poster peut-être tous les 2 mois et encore, je n'y pense même pas. C'est ma femme qui est à côté de moi, mets un truc. Je dis, OK, vas-y, je le fais. Et sans plus, quoi. Alors, sur mon Facebook, il n'y a pas d'image. Ça fait peut-être 6 ans, je n'ai rien mis. Ça ne me dérange pas. Mais je continue à payer mon loyer. Ça, c'est très bien dit. Je continue à payer mon loyer, quoi. Je continue à voyager autant que je veux. J'achète ce que je veux manger. Je me fais plaisir avec ma femme. Je vais aller en vacances, je pars en vacances. Je n'attends pas les réseaux sociaux pour me payer mon voyage. Demain, je suis malade. Est-ce que c'est qu'on me payer mon médecin? Non. Bah non, je vais aller en vacances demain. Je ne vais pas mettre sur les réseaux. Hey, les gars, je pars en vacances. Est-ce que vous pouvez contribuer à mon voyage? C'est $7 000. Ils vont me liker, c'est tout. Mais après, qui va contribuer à ça? Personne. Donc aujourd'hui, en fait, je ne me base pas sur ces réseaux sociaux. À 45 ans, je n'en ai pas besoin. Maintenant, un gamin de 12, 15 ans, 20 ans, parce qu'il découvre la vie, il découvre qu'est-ce que c'est le sport, il découvre les réseaux sociaux, oui, il peut se permettre de faire ça. Mais il y a un temps pour toute chose. Et moi, j'ai passé ce temps-là. Dans les années 80, on n'avait pas de réseaux sociaux, on ne vivait pas avec ça. Dans les années 70, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas de téléphone, on faisait comment? C'est pas pour autant que je ne payais pas mon loyer, c'est pas pour autant que je ne voyageais pas non plus. J'ai toujours fonctionné de la même façon. C'est pas aujourd'hui que ma vie va changer parce que les réseaux, ils existent. Vous avez raison dans le sens que aujourd'hui, et c'est vous qui avez utilisé, je prête vos mots, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son environnement. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut en faire une fixette ou aller chercher l'extrême. Voilà. Il faut un juste milieu. Il faut un juste milieu. Nous, on va pas non plus
passez-moi l'expression, on va pas cracher dans la soupe. Ah non, non, Parce, c'est clair. Aujourd'hui, parce que, excuse-moi de t'interrompre, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça permet à d'autres personnes de travailler. Je ne dis pas le contraire. Ça permet à gens de travailler. C'est un outil de travail, mais ce n'est pas un outil d'exposant. Comme on dit, on ne va pas venir s'exposer à tout va. Tu vas aux toilettes, tu t'exposes, tu vas en vacances, tu t'exposes, tu es en train de te raser, tu es en train de t'exposer. Non, je suis désolé. C'est un outil qui a été mis en place vraiment pour des gens qui aiment vraiment travailler là-dessus. Il y en a qui gagnent très bien leur vie, tant mieux. Et je le souhaite qu'ils continuent à travailler leur vie là-dessus. Mais moi, c'est vrai, personnellement, moi, ce n'est pas mon truc. c'est vrai. Jamais été mon truc, donc je ne veux pas m'exposer là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que Ouais. je me dis, j'ai passé ce stade-là de réseaux sociaux, j'en ai pas besoin. Là, je le fais aujourd'hui parce que je suis en famille, j'ai mes enfants, donc de temps en temps, oui, on rigole comme tout le monde. Mais je ne vais pas me fixer là-dessus pour dire, OK, c'est mon job, quoi. Non. Mon job, c'est là, je C'est me lève le matin, je prends mon sac à dos, je vais coacher mes clients, j'ai fini, je rentre chez moi, je vis autre chose. c'est bien que vous le Voilà. dites parce que c'est bien que vous le dites parce que euh, vous le disiez vraiment bien dans le sens que beaucoup de personnes ont tendance à exposer leur visibilité. Et moi, j'ai porté mon attention, nous avons porté notre attention sur vous, justement pour cette humilité, pour cette profondeur que vous portez par rapport à ce métier, le culturisme, le bodybuilding, le fait de prendre conscience que quand vous prenez une personne, vous allez atteindre les objectifs de la personne. Vous vous confiez et justement, je voulais éclairer à travers cette interview le fait de pouvoir démontrer que nous n'avons pas besoin de faire forcément toute une com, tout ce que nous faisons, mais la com est nécessaire, le branding est nécessaire, le papers est nécessaire. L'idée majeure de regarder qui est Monsieur Zong, c'est parce que Monsieur Zong a un palmarès. Monsieur Zong est sérieux. Monsieur Zong a un univers que personne ne connaît. Et c'est l'intérêt, effectivement, de porter les projecteurs, les réseaux sociaux en question, mais de manière éthique. Dans la manière éthique dont vous parlez, c'est de valoriser vos valeurs, vos principes et de donner la perception de ce que vous pensez à travers l'environnement qui vous entoure. Nous avons voulu justement mettre ces choses-là en avant parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout se perd et on a la possibilité de montrer même tellement sa nullité que ça devient Ça normal. devient normal. En fait, Et la normalité aujourd'hui, ce n'est pas une normalité parce qu'aujourd'hui, en fait, les gens, ils font les choses parce qu'on leur montre cette vision-là de faire les choses. Aujourd'hui, ce ouais, n'est pas parce que je vais mettre à poil devant les réseaux sociaux que je vais être connu ouais, ou que j'aurai une meilleure vision ou parce que je serai plus riche. ouais. Non. Maintenant, je monte ma connaissance, je monte mes compétences sur les réseaux sociaux. Oui, ça peut fonctionner. Ouais. Je monte mes valeurs sur les réseaux sociaux. Oui, ça peut fonctionner. Mais ce n'est pas en me montrant à poil matin, midi, ça que je serai un bon coach ou je serai très compétent. Non. Après, Quel- voilà, comme je te disais tout à l'heure, chacun a ses valeurs, chacun veut les montrer comme il veut les montrer. Moi, aujourd'hui, je fais ce métier-là parce que j'aime les gens. J'aime aider les gens. Aujourd'hui, quand un client vient te voir, il ne vient pas juste te voir pour dire je veux perdre du poids parce qu'il a besoin de toi. Et c'est dans ce besoin-là que tu vois sa détresse. Et moi, à partir de là, Dieu me donne des paroles de sagesse pour aider ces gens-là. Moi, c'est la base, c'est mon métier. quel- euh, Roméo, aujourd'hui, là, à l'instant, on tire à la fin de notre entrevue. J'aurais aimé vous avoir et on fera encore une rencontre si c'est nécessaire après la compétition pour savoir comment ça s'est passé. Ok. Euh, on, on, on vous souhaite vraiment de tout gagner comme d'habitude. On sait que vous êtes un gars. On s'entraîne pour ça. Et je ne suis pas un perdant. On sait que vous êtes toujours à la première place. On sait que vous êtes un homme rempli d'humilité, rempli de dévotion pour les autres. Vous avez un grand cœur. Mais qu'est-ce que vous direz à celui qui marche dans le milieu de la compétition? Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui n'accepte plus son corps, à quelqu'un qui a perdu pied dans son équilibre intérieur intime? Qu'est-ce que vous donneriez comme mot de fin à travers ces personnes et ces différents angles? Est-ce que je peux donner comme conseil? Après, il ne faut pas se référer à moi parce que moi, je viens de très loin. Aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je viens de l'Afrique. Ça fait 40 ans, 45 ans, je suis en Europe. Maintenant, je suis le côté de l'Amérique du Nord. Euh,
quelqu'un qui veut vraiment aujourd'hui changer sa vie, il faut juste se baser. Comment je vais expliquer ça? Faut pas avoir peur de le faire. Faut surtout pas avoir peur de le faire. En fait, le côté peur, c'est ce qui va t'empêcher de toujours avancer dans ta vie de tous les jours. Maintenant, comme il dit, le côté peur, c'est pas parce que tu prends pas du dopage ou que tu prends pas des compléments alimentaires, entre guillemets, excusez-moi, hein, je ne veux pas tout cru dans les paroles, mais c'est pas ce qui va te permettre d'être performant dans ton sport. C'est pas ce qui va te permettre d'être performant dans ta perte de poids. Aujourd'hui, quand je parle de perte de poids, je parle d'une hygiène de vie saine. Une vraie hygiène de vie saine, c'est apprendre à t'alimenter correctement. Aujourd'hui, les aliments qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas des bons aliments. Mais on peut trouver des bons aliments seulement si on le cherche, si on le veut vraiment. Après, toute une question de temps et de patience. Aujourd'hui, moi, je mange, j'achète. Je vous donne un exemple. Là, aujourd'hui, ma femme, elle est partie faire des courses pour $450 pour une semaine. Et c'est que des bons aliments. C'est des fruits, tout est frais. Il n'y a pas d'OGM, il n'y a pas de pesticides dedans. Tout est frais. Je préfère mettre mon argent dans mon alimentation que dans autre chose qui n'est pas intéressant pour ma propre vie actuelle. Je travaille pour mon bien-être, je travaille pour le bien-être de ma famille, je travaille pour mon bien-être santé. C'est-à-dire aujourd'hui, ma santé, c'est ce que j'expose à mon travail. C'est ce qui me permet de travailler, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet de moins vieillir, c'est ce qui me permet de toujours avoir une très bonne santé, que je pouvoir gérer mon foyer en même temps. Donc aujourd'hui, si vous voulez vraiment avoir un beau physique, faites les choses naturellement comme vous les sentez. Ou voilà, regarde, soyez vraiment bien entouré des bonnes personnes qui vont vous donner des vraies valeurs. Des vraies valeurs. C'est-à-dire trouver un bon coach, trouver des personnes qui sont déjà dans le niveau, qui sont déjà dans la connaissance, qui ont un niveau de perception, de vie, de sport saine qui vont permettre vraiment d'avancer. Et c'est ces gens-là, je pense, qui vont peut-être vraiment vous diriger au maximum le plus loin possible. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, de déroger à votre emploi du temps qui est un peu toujours bien organisé, qui est bien serré. Merci parce que j'ai voulu par la suite, à travers cet échange, mettre les fondements, comme on dit, pour permettre à ce que les gens prennent conscience que, en fait, le compétiteur, la personne de haut niveau est une personne aussi normale comme les autres. Et elle se donne la rigueur, elle se donne l'organisation, elle se donne le moment de pouvoir prier, elle se donne le moment de pouvoir être en paix avec l'environnement qui est le sien. Mais elle doit partager cet environnement. Elle est un modèle. Et justement, le fait de porter le regard sur vous, c'était que je voulais tirer l'essence du modèle. Je voulais tirer l'essence du champion qui ne regarde pas aux autres, mais qui regarde à ce que lui fait et l'impact qu'il apporte. Parce que c'est important qu'on regarde à l'impact. Et les valeurs de tout un chacun sont nos valeurs. Mais que ces valeurs puissent porter des fruits, impacter les personnes qui n'ont peut-être pas la bonne direction ou la bonne décision. Et ce que j'ai bien aimé dans votre discours, c'est qu'il faut se désarmer de son orgueil, se désarmer de ce qu'on a pu acquérir, même quand on a travaillé pour ça, et de reprendre à apprendre. C'est ça qui est bon. Merci du fond du cœur. On reviendra vers vous par rapport à après la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas été bien préparé? Mais je sais que ça, vous l'avez dit, vous gagnez toujours parce que ce que vous faites n'a aucun intérêt de pouvoir être dans l'échec, mais d'impacter. C'est ça. Merci. Votre femme, merci à votre maison, merci à ce que vous avez pu nous donner aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse à tous. Amen. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, bye. Bye. Merci. Partagez. Ciao. Ciao.